peut-être juste d'abord un petit mot d'historique sur le séminaire. Il y a 20 ans exactement, nous avons organisé au CRAL un séminaire qui s'appelait La méthode LEPS aujourd'hui. C'était un colloque international. Daniel Ferrer était là. Et puis, on a publié les actes plus tard. Et donc, quelques mois plus tard, en janvier 2003, nous avons créé ce séminaire. Donc, nous allons bientôt fêter nos 20 ans. Sur le site du séminaire, vous pouvez trouver pas mal d'informations sur l'historique, les activités. Voilà, donc voici, voilà. Alors voici ce que j'ai à dire. Bon, raconter, construire, monde. Avant toute tentative de répondre à ces questions, il convient de s'interroger sur le domaine et le contexte dans lequel ces trois termes si fondamentaux pour tout acte narratif se déploient. Tout discours sur le récit, du moins académique ou savant, jusqu'au... Ah oui, plus fort, d'accord, je parle plus fort. D'accord. Tout discours sur le récit, du moins académique ou savant, jusqu'au plus théorique ou abstrait, est susceptible d'employer à un moment donné un ou plusieurs de ces termes. Qu'il s'agisse d'un récit dans la vie de tous les jours, d'un reportage journalistique, écrit ou télévisuel, d'un témoignage, d'un jeu vidéo ou d'un ouvrage littéraire, ceux qui parlent du récit ne sont jamais loin des notions raconter, construire, monde. Il est bien connu et mérite d'être rappelé aujourd'hui que ce qui caractérise l'approche narratologique à ses débuts, dans les années 60 du siècle dernier, était l'ambition de préciser ce que c'est le récit, ce qui différencie le récit de toute autre forme d'expression, voire de tout autre type d'artefact culturel. Roland Barthes, dans son célèbre essai de 1966, le récit est une langue, au sens saussurien du terme, la structure sous-jacente qui sous-tend toute forme d'expression narrative. Cette idée restait longtemps au programme de la recherche narratologique et elle n'est pas tout à fait écartée aujourd'hui. Pour certains chercheurs, aujourd'hui, le centre de gravité du récit s'est déplacé à des structures sous-jacentes ou immanentes. Encore plus fort. Non, pas encore plus fort, un peu plus fort. Oh, d'accord. Parce que je pense que c'est l'acoustique de la salle et les gens font dans D'accord. Bon, je hausse le ton. D'accord. OK. Alors, pour certains chercheurs, le centre de gravité du récit s'est déplacé des structures sous-jacentes ou immanentes du texte vers des opérations cognitives. D'un autre côté, Gérard Genette a tourné le regard vers le discours du récit, laissant de côté la structure de l'histoire, objet des grammaires narratives, par exemple. En 1983, Genette identifiait deux narratologies. L'une thématique au sens large, analyse de l'histoire ou des contenus narratifs, l'autre formelle ou plutôt modale, analyse du récit comme mode de représentation des histoires. Si beaucoup d'encre et d'octets ont coulé sous le pont narratologique depuis 40 ans, cette répartition reste dans l'ADN de la recherche en théorie narrative sous les noms d'histoire et de discours. Étant donné les manifestations innombrables du récit dans des contenus extrêmement variés, nous continuons à examiner le récit sous son aspect de discours au sens large, même si les tentatives de formalisation des contenus se poursuivent sous la forme notamment d'algorithmes informatiques. Donc, il n'est pas mon intention de faire un bilan de plusieurs décennies de recherche en narratologie. Je veux simplement souligner le fait que ce qui distingue la narratologie des autres approches de récit, théoriques ou non, ce qui est en quelque sorte sa marque de fabrique, est double. D'une part, la narratologie engage une réflexion critique sur ses propres concepts, catégories, méthodologies et objectifs.
D'autre part, et la prise en considération par la recherche en narratologie de son évolution historique, profondément influencée non seulement par la diversité grandissante de ses objets narratifs, mais aussi par ses rapports multiples et changeants aux différentes disciplines auxquelles les narratologues ont souvent recours, c'est-à-dire par son interdisciplinarité. Dans ma vision des choses, la narratologie est une méthode d'analyse, certes, mais elle est aussi une théorie narrative qui se distingue des autres théories du récit par son côté métathéorique inhérent, sa position critique vis-à-vis de son propre appareil et sa dimension inéluctablement interdisciplinaire et historiographique. Tel est le cadre de référence général, mais certainement pas exclusif, permettant de mesurer et d'évaluer la portée narratologique des différentes contributions qui feront l'objet des 12 séances du séminaire cette année. Le domaine narratologique n'arrête pas de muter. Les années 90 du siècle dernier ont connu un important tournant narratif dans les sciences sociales, ouvrant le champ d'investigation bien au-delà des récits littéraires, objet de prédilection des premiers narratologues. Quelques années plus tard, en 1997 et de nouveau en 1999, David Herman, le narratologue américain, discerne deux narratologies qui avaient déjà commencé à se faire mettre en place. L'une classique, structuraliste, décontextualité, taxinomie, focalisée sur le texte et s'intéressant principalement aux œuvres littéraires. L'autre narratologie est post-classique, pluridisciplinaire, transmédiale, contextualisée, interprétative, incorporant les acquis de la narratologie classique et donnant lieu à une multitude de narratologies, au pluriel. Par exemple, féministe, postcoloniale, contextualiste, éthique, rhétorique, cognitive, naturelle, non naturelle, etc. Plus d'une trentaine selon une liste dressée par Hans Kanuning en 2003. Alors, si cette distinction, jugée ambiguë par certains, n'est pas universellement reconnue par la communauté des chercheurs, sa présence dans la majorité des travaux en narratologie à l'échelle internationale depuis près d'un quart de siècle est incontestable. Plus tard, entre 2010, Monika Fludenek et Jan Albert observent que la narratologie post-classique connaît deux phases. Une première phase, celle identifiée par David Herman, caractérisée par des multiplicités, des interdisciplinarités et des transmédialités. Et une deuxième phase, celle d'une consolidation relative des avancées depuis une dizaine d'années, mais aussi celle d'une diversification continue, guidée par les transdisciplinarités à la recherche de synthèses innovatrices au niveau de la médialité, de la généricité, du récit non fictionnel, etc. La narratologie post-classique, conclut Fludenek et Albert, toujours en 2010, évolue dans sa deuxième phase vers des modèles transgénériques, transdisciplinaires et transmédiaux. Alors, au vu des différents modèles et des développements depuis une dizaine d'années, il me semble que le paysage narratologique aujourd'hui s'articule autour de 4 aires d'interrogation distinctes, mais liées entre eux. Une narratologie du récit oral, une narratologie textuelle, une narratologie médiatique et les usages du récit. Ces 4 aires d'interrogation répondent-ils aux enjeux analytiques des différents arguments et corpus qui seront traités cette année? Que peut apporter cette quadripartition aux questions qui seront soulevées au cours de nos discussions et de nos débats? Inversement, quel éclairage les différents exposés jetteront-ils sur les 4 aires d'interrogation, séparément ou dans leur ensemble? La narratologie du récit oral recouvre de multiples genres allant de l'anecdote,
ou du récit dans la conversation de tous les jours, jusqu'au conte de l'épopée homérique, sans oublier le storytelling traditionnel qui existe encore aujourd'hui. Il y a des clubs de storytelling. Hein. Les gens se réunissent en ligne ou au café. Le récit oral est souvent considéré comme prototypique. Et le récit dans toutes ses formes était imprégné de son oralité. Monica Flödeneck considère le récit dans la conversation de tous les jours comme la pierre angulaire du récit de série littéraire, et elle a fondé un livre classique, Toward a Natural Narratology. Il y a aussi un nom, Unnatural Narratology, mais c'est autre chose. Bon, maintenant la narratologie textuelle qui s'intéresse au récit écrit en langue naturelle, écrit au sens large, sur n'importe quel support. Pierre, stèle, tablette, papyrus à l'Antiquité, le livre manuscrit au Moyen-Âge, le texte imprimé depuis Gutenberg, livre codex, le journal rapportant les actualités, etc., l'écran de l'ordinateur aujourd'hui, pour ne donner que quelques exemples. La narratologie dite classique favorise le texte écrit, mais n'exclut pas la prise en considération d'autres formes d'expression. Bon, ce célèbre publication de communication numéro 8 en 1966 est orientée vers le texte écrit, mais il y a une ouverture déjà vers la transmédialité. Ensuite, la narratologie médiatique, déjà implicite dans l'acte des essences, la narratologie, comme je l'ai dit, communication 8, en 1966, ne cesse de se développer depuis les réflexions de Marshall McLuhan, le Canadien, aux années 60, sur l'ère électronique, mettant en cause ce qu'il a appelé l'homme typographique, issu de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Le développement des médias électroniques, la radio, le cinéma, la télévision, dans un premier temps, suivi plus récemment par les technologies numériques, surtout dans ses versants interactifs, jeux vidéo par exemple, n'a pas manqué d'impacter la production narrative dans de multiples formes, donnant parfois naissance à des pratiques narratives peu ou pas connues il y a quelques années. Face à ces évolutions, voire quasi révolutionnaires, les théoriciens du récit ont été conduits à porter une attention accrue à la nature et au fonctionnement des différents supports adoptés par les récits, ainsi qu'à l'influence que tel ou tel support peut exercer sur la constitution d'un récit et de ses possibilités de transmission. La possibilité de cinéma, la possibilité de texte écrit, ce qu'on appelle voilà, en anglais, ça s'appelle les affordances. Bon, il n'est plus possible de passer sous silence la voie de transmission du récit ou de tout autre type de discours, car aucune de ces voies n'est neutre ou transparente. Marshall McLuhan disait, par exemple, the medium is the message. Bon, plus averti qu'autrefois aux possibilités et aux contraintes des différents supports disponibles au récit, ce qu'on appelle affordances en anglais, les narratologues sont amenés aujourd'hui à réévaluer la place de l'écrit par rapport aux autres voies de transmission. C'est l'écriture qui est rendue possible la transcription de l'épopée orale, avec de nombreuses conséquences pour l'organisation macrostructurale des récits et pour les choix stylistiques. C'est l'invention de l'imprimerie qui a permis la naissance du roman moderne, rendant possible l'expansion du public, tout en favorisant l'intégration du quotidien au récit, ainsi que l'exploration de la subjectivité des personnages. Avec l'adaptation cinématographique des textes imprimés, le statut de l'écrit face à la perception multisensorielle, qui est le propre du cinéma, change sensiblement.
Il change encore avec l'avènement des technologies numériques qui ouvrent la porte vers le récit interactif et l'immersion. Marie-Laure Ryan, qui interviendra dans la dernière séance, heureusement, de notre séminaire. Bon, Marie-Laure Ryan, pionnière dans le domaine, qui a publié de nombreux ouvrages et articles sur la narrativité et les médias numériques, a identifié 5 propriétés qui caractérisent ces médias dans des contextes narratifs. En particulier, elle souligne le rôle de l'interactivité qui affecte profondément les modes de participation de l'utilisateur au monde narratif. C'est le cas en particulier de ce que Ryan appelle nouveaux médias, où le joueur de vidéo, par exemple, ne reconstruit pas une histoire préexistante à la façon de lecteur de texte écrit ou de spectateur de récits cinématographiques, ce qu'elle appelle anciens médias, mais intervenant dans les moyens de composition du monde narratif, construit les histoires à sa guise. Hein? Vous pouvez, nouveaux médias, vous pouvez construire vos propres les histoires que vous voulez. Donc, maintenant, la narratologie médiatique, qui couvre bien plus de territoires que j'ai pu évoquer ici, existe sous des formes transmédiales, intermédiales et multimédiales. On peut ajouter que même le récit censé être monomédial, oral ou écrit, se rapproche de ces différentes médialités par le biais de la tonalité de la voix ou des gestes, par les gestes physiques, par exemple, ou bien par la disposition du texte sur la page. Sous ces différentes formes, la narratologie médiatique est une des branches les plus dynamiques et florissantes de la recherche en narratologie de ces dernières années. Une autre évolution majeure en recherche narrative, sans lien direct aux problématiques de la médialité, mais non sans conséquence pour ces questions non plus, est la narratologie s'inspirant des sciences cognitives. Les travaux en narratologie cognitive sont très diversifiés, et comme c'est une théorie traitant des questions qui ne feront pas l'objet des interventions de cette année, je me limite à quelques remarques. Selon une approche représentative, l'accent tombe sur la relation entre l'esprit et le récit, ce que David Herman appelle « mind-narrative nexus ». Herman pose 2 questions. Premièrement, comment une histoire donnée, quel que soit son support médial, s'imbrique-t-elle dans les états et les processus mentaux des interprètes pour donner lieu à des expériences narratives? Deuxièmement, de quelle façon et dans quelle mesure le récit sert-il d'échafaudage pour faire sens de l'expérience? On voit ici que là où la narratologie structurale classique cherchait à définir le récit en termes de la langue, au sens de la linguistique structurale, considérée aux années 60 comme le silence, la science pilote des sciences sociales, Herman, comme d'autres narratologues cognitivistes, déplace le noyau du récit vers un modèle mental dans l'esprit de l'interprète. En libérant le récit de sa conceptualisation selon les catégories de la linguistique structurale, les cognitivistes ont en effet contribué à une narratologie transmédiale où le récit n'est pas indissolublement lié à tel ou tel support médial. Marie-Laure Ryan fait remarquer que Claude Brenon avait déjà envisagé une telle conception du récit dès les années 1960, mais sans explorer les ressources médiales de la narration. C'est en 2014 que Ryan, en collaboration avec Jean-Noël Thon, a publié une anthologie d'articles intitulée « Story Worlds Across Media, Chord and Media Conscious Narratology ». Et maintenant, le 4e volet de notre tableau
est celui des usages du récit. Ce qui frappe ici, c'est la distance parcourue entre l'importance accordée autrefois à l'immanence des textes, chez les structuralistes, la langue qui réunit tous les récits, quelle que soit leur forme de manifestation, et ce qu'on peut appeler peut-être action pragmatique aujourd'hui. Je prends le mot pragmatique ici, au sens que lui a donné le sémioticien américain Charles Morris en 1938. Il définit le pragmatique comme la relation des signes à leurs interprètes, la branche de la sémiotique qui étudie l'origine, les usages et les effets des signes. Les multiples usages du récit sont étudiés depuis l'émergence du soi-disant tournant narratif dans les sciences sociales, il y a une trentaine d'années. Ce qu'on peut observer de plus en plus maintenant, c'est que ces études semblent se positionner par rapport à la recherche en narratologie. Les exemples de cette évolution sont très nombreux. Un exemple parmi plusieurs est celui du programme Narrare, Centre d'études narratives interdisciplinaires à l'Université de Tampere, en Finlande, créé en 2014. Selon le site web de Narrare, le centre, et je cite, brings together researchers in literary studies, social sciences, game studies, media and journalism, history, philosophy, education, psychology, health sciences, political science, and administrative studies. Voilà, donc c'est une définition. Bon, on se demande si c'est encore la narratologie, mais il y a un rapport. En haut se situe la ligne de partage entre la narratologie post-classique et le domaine des études narratives au sens large est un sujet de débat qui dépasse les limites de nos préoccupations dans ce séminaire. Alors, parmi les autres, il y a d'autres centres de recherche qui travaillent comme celle à l'université en Finlande. Maintenant, parmi les autres manifestations des usages du récit est le phénomène du storytelling, phénomène bien connu en France depuis l'apparition du livre de Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer les histoires et à formater des esprits, en 2007. Comme chacun le sait, le storytelling fait maintenant partie de nombreux aspects de la vie sociale, le marketing, le management, la politique, c'est un peu partout. Christian Salmon, très sceptique vis-à-vis de la narratologie, est intervenu dans notre séminaire il y a une dizaine d'années. Et quand je lui ai demandé si le storytelling n'est pas en quelque sorte une narratologie appliquée, il a trouvé ça fort amusant, mais il semblait être d'accord. Donc, on peut peut-être aussi parler de narratologie appliquée. Bon, le dernier exemple de notre montée en puissance des usages du récit dans le projet narratologique est l'importance croissante accordée aux questions de fictionnalité et de non-fictionnalité. La narratologie classique, focalisée sur la signification narrative, s'est intéressée peu à ces questions. Depuis la fin de ce que Thomas Pavel appelait il y a 40 ans le moratoire sur les questions de référent, les questions de fictionnalité et de factualité font partie du pain quotidien de beaucoup de narratologues. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque structuraliste. Qu'un récit soit fictionnel ou factuel, ou un mélange des deux, est inséparable de son statut et de son action pragmatique. Alors, c'est avec cette cas de partition des paysages de la recherche en narratologie du récit oral, narratologie textuelle, narratologie médiatique et usage du récit en toile de fond que je m'adresse maintenant aux questions de raconter, de construire et de monde.
Commençons par monde. Par sa polysémie, le mot pose problème. Dans la langue de tous les jours, on parle du monde du travail, du monde des affaires, du monde politique, du monde social, mais aussi du monde d'autrefois, le monde d'aujourd'hui. On sait que le monde de la Renaissance n'est pas celui du 19e siècle, ou que le monde des Ukrainiens est loin d'être celui des Californiens. Et n'oublions pas le monde littéraire, le monde de Shakespeare, ou le monde de Madame Bovary. Vladimir Nabokov a dit quelque part que le seul mot à utiliser toujours entre guillemets est le mot réalité. Je pense que le mot monde est aussi un bon candidat pour ce guillemets. Je n'essaierai pas d'éclairer les choses en passant en revue l'histoire de la philosophie, la religion, les sciences, avec les différentes Weltanschauungen ou conceptions du monde qui y sont associées. Ici, c'est le monde narratif qui nous intéresse, et en particulier deux concepts qui, sous plusieurs formes, sans doute avec des orientations et des résultats différents, feront objet de la plupart des interventions du séminaire. World building et story world. Ces expressions sont parfois traduites en français, l'une comme construction d'univers, pour world building, l'autre comme monde narratif, pour story world, mais pour éviter des malentendus et des mauvaises interprétations, il me semble préférable de laisser ces termes en anglais. Le world building donne un sens d'inachèvement, tout comme le world building donne un sens d'inachèvement d'un monde en train de se construire. Le story world met l'accent sur le monde tel qu'il est vécu et relaté. Bon, traduire ce mot dans d'autres langues est un peu délicat. Alors, que représentent ces deux concepts et en quoi consistent-ils et quelle est leur valeur, quelle est leur portée théorique et analytique? Étant donné l'émergence et la généalogie disparate des mots word building et story world, des concepts toujours en pleine mutation et sans définition généralement reculée, seules quelques pistes de réflexion peuvent être esquissées dans mon exposé liminaire. Il convient tout d'abord de distinguer le world building du world making. Le world building, construction d'univers en français, correspond à un processus d'élaboration d'un monde imaginaire, d'un univers fictionnel. Il est généralement associé au genre de la littérature de l'imaginaire, science-fiction et fantasy en particulier. Ces genres, ayant souvent un élément allégorique, sont caractérisés par des cosmologies d'ordre scientifique ou métaphysique, par des cartes fictionnelles et par des lois physiques inhabituelles, la magie, le voyage interstellaire. Et ils représentent des sociétés humaines actuelles comme des avatars de civilisations du passé. Dans le contexte de la littérature de l'imaginaire, il faut prendre en considération aussi la notion d'œuvre-monde. J'y reviendrai dans quelques minutes. Quant au terme world making, tel qu'il est compris en narratologie, il provient d'une source précise. Le livre de Nelson Goodman intitulé Ways of World Making, littéralement manière de faire des mondes, publié en 1978, qui est publié en français. Goodman était un philosophe pluraliste, travaillait dans le sillage de William James et d'Ernst Cassirer. Il s'intéressait aux versions du monde plutôt qu'au monde en soi, insistant sur l'importance des rassemblements ou clusters de monde et non sur leur réduction à une réalité sous-jacente et unifiante. Selon Goodman, et je cite, le world making, comme nous le connaissons, commence toujours par des mondes qui sont déjà à notre disposition. Faire, c'est refaire.
il vaut mieux laisser la recherche d'un début universel ou nécessaire à la théologie. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les processus impliqués dans la construction d'un monde à partir d'autres mondes. Fin de citation. Goodman identifie 5 procédures à partir desquelles les versions du monde sont élaborées. Composition et décomposition, pondération, agencement, suppression et supplémentation, et finalement déformation. Pas nécessaire de donner le détail ici, c'est trop long. Mais comme tel, le world making est une théorie épistémologique et non une théorie narrative, même si, comme l'a noté Yaman, il est présent dans des contextes narratifs, tout comme dans des contextes non narratifs. Bon, tout monde n'est pas philosophiquement n'est pas forcément un monde narratif, mais le world making de Goodman peut être adapté aux besoins du récit. Herman reprend les thèses de Goodman pour les besoins de la théorie narrative afin d'introduire le principe de ce qu'il appelle les manières narratives de faire des mondes, l'équivalent pour lui de story world. Herman définit le story world ainsi, je cite, les story world sont des modèles mentaux de qui a fait quoi et avec qui, quand, où, pourquoi et de quelle manière dans le monde ou au sein duquel les récepteurs se projettent. Durant le processus de compréhension d'un récit, j'utilise le mot story world, j'utilise le mot story world de manière plus ou moins analogue à l'emploi du terme modèle de discours chez les linguistes. Mais on se pose la question suivante. Le story world serait-il à la fois un modèle mental et un modèle de discours? Je ne chercherai pas à répondre à cette question épineuse ici. Dans son livre sur le world making, Goodman attire l'attention sur le fait que ce concept se distingue de la théorie des mondes possibles sur un point essentiel. La théorie des mondes possibles s'intéresse aux alternatives possibles d'un seul monde actuel. Le world making, par contre, met en scène une multiplicité de mondes actuels, des versions de monde. Quant au story world, il existe sous 2 formes essentielles. Une issue des approches cognitives de la littérature, de la linguistique, c'est la ligne suivie par David Herman. L'autre, issue de la philosophie analytique, notamment la théorie des mondes possibles. Thomas Pavel, Lubomir Dolleschul, Umberto Eco, Milo Ryan et d'autres. Par conséquent, nous avons une expression, story world, pour désigner 2 perspectives distinctes sur un monde ou sur un monde tel qu'il est représenté dans le récit, mais qui se chevauchent en partie, surtout sur des questions comédiques. Mais pour le théoricien des mondes possibles, la réalité n'est pas la totalité de ce qui existe physiquement dans le monde, mais la totalité de ce qui peut être imaginé, un univers composé d'une pluralité de mondes distincts. Cet univers est structuré de façon hiérarchique avec, au centre, un monde actuel. Pour qu'un monde puisse être possible, il doit être lié au monde actuel par une relation d'accessibilité, une relation nécessaire, possible ou impossible entre 2 ou plusieurs mondes. Selon la version des mondes possibles adoptée par Marilla Ryan, le monde actuel est celui qui est marqué par des expressions indexicales, je, tu, ici, maintenant. Un monde possible est susceptible de devenir un monde actuel sous l'effet d'un déplacement dialectique, c'est-à-dire lorsque le je, tu, ici, maintenant est transféré d'un monde vers un autre. On verra que,
entre le story world conçu selon les critères des sciences cognitives et le story world vu sous l'angle de la théorie des mondes possibles, c'est celui entendu au sens des mondes possibles qui est le plus apte à se prêter aux opérations de transfictionnalité. Et bon, il y aura pas mal de transfictionnalité dans les interventions cette année. Alors, la transfictionnalité est définie par Richard Sangeley et Mary-Laure Ryan comme, très brièvement, comme la migration de personnages, d'intrigues et d'autres éléments narratifs d'un texte vers un autre. Les modalités des différentes opérations de migration transfictionnelle ont été élargies progressivement par le développement des différents médias, allant de l'invention de l'imprimerie jusqu'à la prolifération des technologies numériques, en passant par la radio, le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, tout se passe sous le signe de la convergence des médias, décrite par Henry Jenkins, entre autres. Son livre est traduit en français. Dans la convergence des médias, où sont réunis les médias traditionnels, les nouveaux médias. Oui. D'accord, encore un peu plus. D'accord. D'accord. Bon, je vais remonter un petit peu. On verra qu'entre le story world, conçu selon des critères des sciences cognitives, et le story world, vu sous l'angle de la théorie des mondes possibles, c'est celui entendu au sens des mondes possibles qui est le plus apte à se prêter aux opérations de la transfictionnalité. La transfictionnalité est définie par Richard Sangeley et Mary-Laure Ryan comme la migration de personnages, d'intrigues et d'autres éléments narratifs d'un texte vers un autre. Les modalités des différentes opérations de migration transfictionnelle ont été élargies progressivement par le développement des différents médias, allant de l'invention de l'imprimerie jusqu'à la prolifération des technologies numériques, en passant par la radio, le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, tout se passe sous le signe de la convergence des médias, dont on parlait Jenkins, parmi d'autres, où sont réunis les médias traditionnels, les nouveaux médias, y compris les médias numériques, propices à l'immersion, l'interactivité du récepteur. Les jeux vidéo sont immersifs. Les transmédias, les plateformes et bientôt sans doute les multivers qui existent depuis un an, je pense. C'est au sein de cette convergence des médias que Mary-Laure Ryan et Jean-Noël Thom situent le story world, donnant ainsi un cadre théorique à la narratologie transmédiale, ou ce qu'ils appellent un Media Conscious Narratology, sous-titre de leur ouvrage Story Worlds Across Media. Alors, ayant commenté les principes narratologiques du world-making, de story world et de transmédialité, je reviens maintenant au terme œuvre-monde que j'ai évoqué plus haut. Ce terme s'attache à la volumineuse comédie humaine de Balzac, paru dans le contexte éditorial du milieu du 19e siècle. Œuvre-monde désigne non seulement l'œuvre de Balzac, mais aussi un mode d'écriture de fiction longue. Selon Dominique Massonneau, il s'agit, et je cite, d'un modèle sériel historique présent dans l'histoire de France pittoresque, un modèle panoptique qui préside au projet d'études sociales. Fin de citation. Une œuvre longue, la comédie humaine, inaugure une poétique neuve qui, poursuit Massonneau, je cite, relève d'un principe d'abolition des schèmes verticaux, des pyramides et de tous ordres. Fin de citation. C'est un mode d'écriture qui cherche à se
c'est un mode d'écriture qui cherche à construire, non à construire du vraisemblable, mais à faire vrai en se livrant à la contingence et à ses alliés. Transposer dans la culture médiatique contemporaine le principe d'œuvre-monde, c'est allié au genre de la littérature de l'imaginaire, c'est-à-dire la science-fiction et la fantasy. Par leur ampleur multiforme, rendue possible par la diversité et la convergence des médias, ces fictions nous amènent à interroger l'articulation entre narration longue et construction du monde. Alors, ceux parmi vous qui avaient lu le texte de présentation du séminaire reconnaîtraient peut-être que mon exposé, évidemment sommaire, représente une sorte de commentaire du texte de cette présentation. Sur la base d'une quadripartition de la recherche en narratologie du récit oral, narratologie textuelle, narratologie médiatique et usage du récit qui reflète l'état actuel de la discipline, on peut discerner deux problématiques. L'une, proche des modélisations et des raisonnements habituels de la narratologie, porte sur la constitution et les caractéristiques du storytelling et son déploiement médiatique et transmédial. L'autre prend ses origines dans un genre littéraire historique, le réalisme, pour réapparaître plus tard dans des genres de l'imaginaire, science-fiction et fantasy, dans un environnement médiatique fortement transformé par les évolutions technologiques. Les interactions entre ces deux problématiques, avec toute leur compatibilité et leur divergence, représentent un des vecteurs de réflexion possibles ouverts aux interventions de notre séminaire, mais certainement pas le seul. Je vous remercie.